Bienvenue à d'Atelier en Atelier. Aujourd'hui, on rencontre une tourneuse sur bois au toupie infaillible, une joaillière qui a un penchant pour les perles, un archetier dont les archets sont en quête du partenaire idéal et un légendaire forgeron qui, après une vaine tentative de retraite, continue avec passion de créer des merveilles. On débute tout de suite à l'île d'Orléans où le feu est rarement éteint dans la forge de l'illustre Guy Belle. À bientôt 80 ans, le forgeron et ferronnier d'art n'est pas prêt d'arrêter et il poursuit son travail avec l'espoir de trouver bientôt une précieuse relève à qui transmettre son savoir et sa forge. J'ai un paquet de monde qui viennent ici, là, puis ils trouvent ça beau, mais ils ne savent pas dire pourquoi. C'est bizarre, hein? Moi, je leur explique des fois, c'est parce que quand j'étais jeune, là, que j'allais travailler, je faisais du dessin de soirée, puis j'allais à l'École des beaux-arts de Lyon, là. Puis tous les matins, j'attendais l'autobus appuyé sur une grille. Puis à force d'être appuyé sur cette grille-là, là, je la regardais, puis j'ai fini par la trouver belle. Parce que les formes, les courbes qui sont là sont agréables à voir. Puis quand elles rejoignent une ligne droite, il n'y a pas de cassure dedans. C'est tout agréable à voir. Et puis l'agencement des volutes mis ensemble font un grand dessin. C'est pas mis n'importe comment pour boucher des trous, là. Je ne me souviens pas de la première commande, qu'est-ce que c'était exactement, mais je me souviens avoir gardé une pièce, un billet de banque du paiement de cette commande-là, puis que j'ai collé au plafond de la forge pour me dire « Regarde, ça a commencé, vas-y ». Mais là où j'étais, c'était vraiment, c'était pas une forge, c'est moi qui l'ai transformé en forge. Il y avait autant de boucanes dans la pièce qui sortaient de la cheminée, tu sais. Mais après ça, j'ai déménagé, puis je suis venu à Lille, puis je me suis installé là. Il faut faire un croquis, prendre les mesures, et puis le croquis est à l'échelle pour savoir comment disposer les affaires à l'intérieur. Comme là, la madame voulait absolument avoir un chiffre impair dans le nombre de barreaux. Là. Alors, j'ai obligé d'en tenir compte. Moi, il n'y a rien de mieux qu'un client qui vienne ici et qui me dise « Je voudrais me faire ça, là, puis j'ai été voir 2-3 personnes, ils m'ont dit que c'était pas possible. » Donc, je dis « Moi, je vais vous le faire. » Les choses impossibles, j'adore ça. En principe, le fer, là, c'est pas comme le bois. Le bois, tu veux faire une forme dedans, il faut enlever du bois. Tu enlèves le surplus, puis tu vas chercher ta forme. Le fer, lui, là, il faut avoir le volume suffisant pour aller chercher ta forme. Alors, il faut évaluer la grosseur qu'il va avoir en partant, parce qu'après, c'est en tapant dessus que tu pousses le matériel, tu le déplaces. Tu veux avoir une bosse plus loin, ben de chaque côté, tu tapes pour que ça revienne au milieu, là. Les plus beaux projets là, que j'ai faits, c'était là, à l'île d'Orléans, par exemple, il y a une statue que j'ai appelée l'homme racine. C'est sur la généalogie des gens de l'île d'Orléans, les premiers arrivés en Amérique du Nord. C'est un arbre généalogique là, qui est un humain avec les doigts en forme de branche, là.
avec une série de petites sculptures en bois avec tous les gens qui sont à l'île. Il y a le forgeron, il y a ceux qui coupent le bois, il y a les enfants qui jouent. Ça, c'est la sainte famille, ça. Quand je veux faire quelque chose qui part de terre puis qui monte en l'air, mettons, là, même si ce n'est pas comme une partie de la nature, que ce soit autre chose, c'est toujours plus gros, plus massif à la base qu'en haut. Quand tu regardes un arbre, à la base, le tronc il est comme ça, puis la dernière branche en haut, elle est comme ça. Ça va toujours en diminuant quand ça monte. Je remarque ça et j'en tiens compte quand je fais quelque chose. Et c'est ce qui lui donne un air équilibré, agréable. J'aimerais ça qu'il y ait de la relève, là, puis pouvoir transmettre ça à un jeune qui utiliserait tout l'outillage qui se trouve ici et les gabarits que j'ai fait pendant 45-50 ans, là. Et lui, il pourrait sûrement en vivre s'il continue à faire la même chose avec de la qualité, là. Quelqu'un qui aime ça, ben, c'est passionnant. À un moment donné, là, les gens vont se tanner de dépenser de l'argent à tous les 2 ans pour changer leurs affaires qu'ils ont achetées à pas cher, qui étaient fabriquées dans un pays où nous, on ne voudrait pas travailler. Moi, j'ai vécu, j'ai élevé ma famille avec ça, là, puis je me suis permis quelques petits voyages. Par contre, je me suis tapé des 70 heures par semaine. Il ne faut pas avoir peur de faire du temps là-dedans. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire quelque chose, puis de se planter. Tu recommences, mais tu te souviens de tes erreurs, puis tu ne les recommences jamais. Moi, je vais habiter à côté. Je vais être le plus curieux du quartier. Non, ça, c'est sûr que j'ai essayé d'arrêter pendant 1 an, là, puis je virais en rond. J'étais obligé de prendre des pilules parce que je commençais à capoter, là. Non, ça me prend ça, moi, pour être bien. Alors, j'ai qu'à traverser la cour, puis s'il y en a un qui démarre, ben moi, je vais venir ici. Quand il a besoin de conseils, je vais le conseiller, je vais lui montrer, je suis prêt à l'aider. Tant que je suis vivant, ça va bien. Mais il faut qu'il se dépêche, là, parce que moi, je suis pas une 80, là. Ça commence à être temps, là. Annie Choquette est l'une des rares femmes à exercer le métier de tourneuse sur bois au pays. Ses toupies colorées ont rapidement fait sa marque de commerce et elle consacre aujourd'hui sa vie à créer des objets qui émerveillent petits et grands. Bienvenue dans son atelier de Saint-Sauveur. Quand j'ai découvert que je voulais faire des belles choses, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. J'étais à Sherbrooke en art plastique, puis je frappais sur du cuivre, puis là, je me disais, je vais faire des bijoux. Puis moi, j'étais vraiment attirée par le bois. J'ai comme eu un amour là, soudain qui me traversait pour le bois. Puis j'ai même appris récemment que j'avais des ancêtres maîtres sculpteurs de Poitou-Charentes. C'est vraiment là, dans ma constitution génétique. Tourner le bois, c'est une technique qui consiste à sculpter le bois qui est en rotation. Fait que ça date vraiment de longtemps, ça date de l'Égypte ancienne. Là, ils tournaient des tabourets, des pattes, des ornements, des choses comme ça. Fait que moi, je travaille avec des couteaux, puis je sculpte le bois pendant qu'il tourne. Puis ça permet de réaliser là, plein de choses. Là. Moi, je viens d'une famille de boxeurs. J'ai été élevée à la dure. Puis,
Tu sais, ça peut comme avoir l'air viril, là, parce que des fois, on met un morceau qui est comme carré, puis on enlève les coins, on dégrossit. Ça prend quand même du torque, là, tu sais, ça prend une certaine force, mais ça prend aussi une douceur pour arriver à une belle courbe ou pour faire quelque chose de délicat. On peut être autant rude que délicat, puis fort que doux, tu sais, c'est vraiment, là, comme, ça prend les deux pôles. Vu qu'il y a la machine, qu'il y a l'effet mécanique, on dirait que les choses sont usinées, mais elles ne sont pas usinées, là, tu sais, il y a vraiment le travail de la main, il y a quelqu'un derrière, il n'y a pas de machine qui pourrait faire ce que je fais. Des fois, c'est fin, c'est délicat, c'est raffiné. Moi, j'ai planté des arbres en Abitibi, hein, puis des arbres, là, ça prend du temps à pousser, puis ça prend de l'énergie, puis c'est beau, c'est grand, c'est fort, puis... Tu sais, faut pas gaspiller, là, nos forêts, nos arbres. Même chose pour toutes les autres ressources, là, de la terre. C'est bien rare que j'achète du bois. Ce que j'aime trouver, c'est vraiment là, des objets ou des meubles qui sont comme rejetés, puis qu'aux yeux de tous, c'est plus bon. Quand je marche dans la rue puis que je vois des vieilles chaises, bien, je les ramasse, je les défais, puis je vais faire des boîtes ou des toupies ou des baguettes dedans. Je veux laisser ma trace, que ce que je fabrique vive longtemps. Fait que je ne veux pas aller dans la minceur. Sauf que quand c'est comme un exploit de haute voltige, de fabriquer quelque chose de super mince, peut-être plus une sculpture ou un objet décoratif, bien là, je vais faire quelque chose de mince. Ou quand je fais mes toupies, je les fais minces pour qu'ils tournent très longtemps parce qu'ils sont comme légères, puis ça tourne à l'infini. Un coup qui est terminé, je la peins. Puis c'est la rotation qui fait la peinture, c'est pas moi. C'est comme une peinture spontanée. Je mets la peinture pendant que ça tourne. Ça fait comme un rayonnement, puis toujours différent. Chaque chose que je fais est toujours différente dans la forme puis dans la couleur. Je faisais des beaux objets, là, des belles boîtes, super sculpturales, puis crème, j'avais pas beaucoup de preneurs, c'était difficile à trouver. Puis les gens, de toute façon, ils voyaient mes pièces, puis ils disaient tout le temps « Ah, des toupies! » Parce que les gens, ils associent le tournage sur bois aux toupies. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Hey Annie, tes toupies, là, c'est celles qui tournent le plus longtemps, puis c'est les plus belles. » Puis quand les gens la voient, ils voient les rayons, puis qu'on tourne, je leur dis, vous voyez, il y a comme un rayonnement, parce que quand on est heureux, on rayonne. Puis les toupies, c'est ça, ça fait comme rayonner les gens parce qu'ils sont heureux, puis qu'ils s'amusent, puis ils redeviennent comme des enfants. Dans son atelier de Beauport, la joaillière et designer Céline Bourré réalise des pièces uniques. Ses bijoux sont des sortes de sculptures miniatures, massives et délicates à la fois, qu'elle a serties de pierres et de perles minutieusement choisies. C'est drôle, hein, ma première pièce, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me souviens d'une fibule que j'avais faite qui était une libellule. En la montrant à mon supérieur immédiat à l'époque, elle l'a acheté.
Et ça m'avait surpris parce que c'était ma première pièce vraiment, puis c'était un truc d'école, là. Ça, c'était la première, la fibule de libellule. Mon travail se situe vraiment sur la recherche du motif puis de l'exploration sur le même thème. C'est une évolution qui est toujours constante, mais on voit toujours le lien quand même si les pièces à travers le temps changent. C'est des pièces, des petites séries, des pièces uniques. C'est plus personnel, plus personnalisé aussi au fil du temps. Puis avec le temps, les clients me spécifient plus qu'est-ce qu'ils désirent pour aller, pour compléter, pour agencer. Puis avec ça, je vais. Puis ça change aussi mon travail dans ma production aussi. C'est teinté par la vie, en fait, quoi. C'est drôle, hein? Mon inspiration part de la matière et du motif, c'est les deux. Mais souvent, c'est la perle. Je suis pas capable d'acheter un lot, faut que je choisisse ça. C'est long, mais c'est ça. C'est que je choisis à l'unité, vraiment, pour les couleurs. Des fois, les couleurs sont complémentaires ou l'inverse. La base va être verte, va ressortir argentée, d'autres vont être argentées, puis l'intérieur, c'est vert. C'est que je vais faire une paire de boucles d'oreilles comme ça avec les deux perles qui se répondent, on dirait. C'est comme un dialogue qu'elles ont, puis elles se répondent dans leurs différences, mais ils vont bien pareil ensemble parce que c'est des opposés. C'est que je jouais beaucoup là-dessus. Les perles sont toujours présentes. En fait, c'est elles qui donnent le ton, souvent. Celles qui complètent, en fait, qui unifient le design. Mais j'introduis aussi beaucoup les pierres. En fait, c'est comme un beau mariage de tout ensemble. C'est vraiment, tout doit flotter. Il faut que la ligne, quitte à ce que le projet reste sur la tablette, tant que l'harmonie n'est pas faite en termes de teinte et de motifs ou de texture, le projet va attendre. Au départ, c'était dans l'architecture, les motifs floraux grégoriens, beaucoup médiéval, toutes les fioritures, comme toute fait une série de dessins sur ça. Après, j'ai été dans les tissus africains, sur les motifs qui voulaient dire quelque chose. Souvent, ça paraît pas parce que c'est un beau motif qui se répète, mais c'est souvent des protections, des courages, des significations que le motif porte, que j'ai aimé. Que j'ai commencé à sculpter dans le bois, puis par la suite dans la pierre, puis là, j'ai transposé ça dans le bijou. C'est pas des gris-gris que je fais, mais c'est vraiment... Pour moi, ils ont une signification. Quand les gens sont ouverts, je leur explique toute l'histoire qu'il y a derrière le motif. Mais j'ai eu beaucoup de spirales de vie qui étaient cachées qu'on ne voyait pas nécessairement. Le travail en série, pour moi, c'est encore là, vraiment, pour moi, c'est comme si j'en fais pas finalement. C'est toujours sur le même thème. Il va y avoir des variances. C'est une discussion que j'ai avec la pièce, avec la création et le client, en fin de compte. Il faut que ça soit versatile, il faut que ça passe à travers le temps, puis il faut que ça apparaisse bien, il faut qu'il vieillisse bien aussi. C'est que tout ça fait que il faut tout le temps que ce soit en changement puis en mouvement. C'est que la série ne correspond pas pour moi dans ce moment-là parce que c'est impersonnel. Il ne peut pas être en changement, il est vraiment statique parce qu'il fait partie de la gang. Tandis qu'eux, c'est vraiment comme des individus. Je vois mes pièces comme des individus. C'est toujours des petits détails qui font que la féminité ressort tout le temps. Toujours une délicatesse, soit dans un éclat de métal, un petit picot d'or qui va aller chercher dans l'argent, où l'argent va être très noirci, mais avec des différentes teintes de rose. Ça va chercher vraiment le motif, les détails. C'est possible d'amener le métal pour qu'il ait l'air léger, pour amener une légèreté visuelle. C'est pour montrer le petit côté doux, le côté tendre de l'argent aussi. C'est toujours un velours de voir les gens porter ces pièces, même après plusieurs années, qui repartent, c'est encore actuel. C'était ça le concept à la base, puis c'est encore ça qu'on voit quand je les vois porter. On voit pas qu'ils sont usés.
Je trouve ça merveilleux. C'est ça qui est la beauté du vrai, en fait. C'est que c'est bon à vivre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'archet, cet outil indispensable aux violonistes notamment, n'est pas toujours fabriqué par un luthier, mais par un archetier. Richard Morancy est d'ailleurs l'un des rares à pratiquer le métier au Québec. Du crin de cheval trié avec soin au bois de Pernambouc issu des forêts brésiliennes, il assemble ces précieux matériaux dans son atelier du quartier Les Saules. Mon premier archet, il était pas prédestiné à personne. J'espérais le vendre pour rembourser l'argent que j'avais investi dans cette formation-là, mais à cette époque-là, je pensais pas que ça allait devenir une passion si grande. J'ai compris en fait une chose qui me passionne encore aujourd'hui, ce qui me pousse à me lever à tous les jours, c'est de se dire « Hey, c'est des bouts de bois qui font ça. » C'est du travail d'artisan qui a fait ces instruments-là. Puis les musiciens travaillent avec beaucoup de rigueur à performer, puis ça crée du beau comme c'est pas possible. L'archetier va travailler à l'entretien, la réparation et puis la fabrication des archets destinés au violon, à l'alto, au violoncelle, puis à la contrebasse. Depuis 1800, l'archet se fait sensiblement de la même manière, avec les mêmes matériaux et à quelques petites différences près. C'est toujours la même technique, le même savoir-faire qui a été transmis de maître à apprenti depuis 200 ans. Ce qui m'a interpellé de l'archetterie, c'est le fait de travailler seulement une pièce de bois essentiellement, se concentrer sur une pièce puis de la faire à la perfection. On va partir de blocs d'ébène qu'on va façonner pour en venir à faire une hausse, qui est une partie qui va être amovible sur l'archet. On va partir de bois brut, d'une baguette de Pernambouc, qui est un bois du Brésil, et puis qu'on va façonner tout à la main, au rabot, pour y donner cette conicité-là qui est recherchée, et puis faire en sorte qu'elle soit propre au jeu. Ouais. Le bois de Pernambouc va être le bois qui va être utilisé depuis 200 ans pour ses propriétés mécaniques. Donc, c'est un bois qui est super rigide, super lourd, une très bonne densité. Ce bois-là va avoir la propriété que quand on le chauffe, il va garder la courbe qu'on lui donne. Puis, malgré la finesse de la baguette, quand on arrive sur un archet fini, on arrive à des mesures à peu près autour de 4-5 mm au collet, ce qui est super fin. Donc, si on avait les mêmes dimensions dans une baguette d'épinette ou d'érable, on aurait un fouet. Là, on a quelque chose qui a du tonus et qui a un effet de ressort, en fait. Toutes les étapes de fabrication en archetterie sont délicates. Toutes les étapes d'entretien sont délicates aussi, parce qu'on travaille avec un objet qui est fin, qui est super fragile, puis qui vaut super cher. Toutes les interventions qui sont faites sur l'archet, ça demande une minutie, une attention particulière. Il faut toujours être là, ça demande beaucoup d'attention. En archetterie, on va utiliser du crin de cheval pour faire la mèche de l'archet. La qualité de ce crin-là doit être parfaite, en fait. Pour avoir un bottillon de crin de ce format-là, il en faut environ 5 ou 6 fois plus, qui a été trié à la base pour en venir à une couette de crin qui va être impeccable, de la même couleur, pas de crin cassé, pas de crin de couleur. Et puis, ça reste un matériau qui est quand même très dur à trouver. Puis, d'une bonne qualité, c'est difficile de trouver ça.
Ça me dérange. Oui. Tu vois, sa baguette, là, il y a une espèce de changement de fil de bois, là. Puis l'archet, il est quand même assez souple dans le milieu, hein. OK. Puis, au niveau du son, un archet qui est souple, c'est agréable, il sonne bien. Il se contrôle bien. Regarde, je vais jusqu'à la pointe, là. J'ai joué au Grand Théâtre lundi, là. Puis, tu sais, là, je jouais piano à la pointe, là. Ça bouge pas. Puis c'est juste là. Le plus grand défi, en fait, c'est de trouver le bon archet qui va convenir au jeu du musicien puis à son instrument. Il faut avoir une bonne banque d'archets disponible, une bonne variété aussi, des archets différents, de conceptions différentes, d'époques différentes aussi. Le musicien va chercher soit dans des archets anciens, soit dans des archets contemporains aussi. Puis c'est de trouver vraiment le bon mix, là. Je dirais pas que ça prend vraiment une oreille musicale essentielle pour être archetier, mais le fait d'être musicien, il y a une sensibilité qui se développe. Et puis c'est surtout cette sensibilité-là qui va permettre de faire un bon archet. Il n'y a pas de mesure qui va dire « Ah, t'arrêtes là ». C'est vraiment du ressenti. Quand je vois un archet qui part, qui revient aussi, puis qui a sa vie propre à lui, parce que c'est passionnant. Ces objets-là vont nous survivre. Quand je vais être mort, mes archets vont jouer encore, tu sais. C'est fascinant de penser à ça, que ces objets-là continuent à faire du beau au-delà des époques. C'est fascinant. C'est ce qui termine ces visites d'atelier. Et pour en connaître davantage sur les artisans de votre région, n'hésitez pas à consulter le site du Conseil des métiers d'art du Québec.